Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à notre Histoire en tête, l'émission de la Société historique de Montréal. Ici Mario Robert, président de la Société historique de Montréal. Notre émission en est maintenant sa 22e année sur les ondes de Radio-VM. Jusqu'en 2021, l'émission était connue sous le nom de Nouveaux regards sur notre histoire. Nous espérons donc, chères auditrices et auditeurs, que vous serez des nôtres les mardis matins à 9h tout au long des saisons d'automne et d'hiver. Pour cette première émission, notre collègue Martin Lavallée reçoit l'historien Gaston Deschênes pour son plus récent livre paru aux éditions du Septentrion et intitulé « Un pays rebelle ». Bonne émission! Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de Notre Histoire en tête. Ici Martin Lavallée au micro et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir l'historien Gaston Deschênes qui a fait paraître en début d'année un ouvrage intitulé « Un pays rebelle, la côte du Sud et la guerre de l'indépendance américaine », publié aux éditions Septentrion. Bonjour Monsieur Deschênes et bienvenue à Notre Histoire en tête. Merci, bonjour. Alors, vous avez été pendant 30 ans historien à l'Assemblée nationale, mais êtes depuis peu retraité de cette fonction. Et avant d'aborder votre ouvrage concrètement, j'aimerais savoir en quoi consistait un petit peu votre métier d'historien pour l'Assemblée nationale. Quelle est l'essence du travail que vous y avez fait? Puis, dans le fond, est-ce que c'est de faire des recherches pour les parlementaires? Est-ce que c'est pour les citoyens du Québec? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, ben j'ai été, on va dire en gros que j'ai été directeur du service de recherche pendant 29 ans et quelque chose. C'était un petit service à l'origine, il y avait 4-5 personnes. À la fin, j'avais 13 employés parce qu'on travaillait davantage pour les commissions parlementaires. Essentiellement, on est au service des députés. Maintenant, les députés, est-ce qu'ils ont toujours besoin de recherche? Pas toujours. C'était pas un grand besoin de leur part parce que ils se sont équipés parallèlement de recherchistes pour les partis politiques. Voyez-vous, le service de recherche a été créé vers 1970-71 et peu après, les services de recherche des partis sont apparus. Alors, eux, ils préfèrent toujours travailler avec du monde correct, comme certains disaient. Autrement dit, les fonctionnaires, il peut y avoir des péquistes là-dedans. Ce qui fait que le service, les premières années, on a ramé un peu parce qu'on avait une crédibilité à créer. Mais par la suite, les commissions se sont développées avec la réforme parlementaire et là, on s'est mis à travailler beaucoup en soutien aux commissions parlementaires. Donc, moi, je suis historien, mais en fait, je dirige un service de recherche qui est multidisciplinaire. J'avais un historien, 2 politicologues, un économiste, un géographe, de quoi encore. Alors, parce que on est susceptible de répondre à tous les sujets auxquels les députés peuvent s'intéresser. Tout l'ensemble. Vu que c'est très, très large, oui. Vu que les demandes étaient inconstantes, il y avait les années d'élection aussi, on avait toujours un peu de temps libre. Dans les parlements, de toute façon, il y a des fonctionnaires qui ont toujours du temps libre. Et on l'utilisait en travaillant sur différents sujets d'histoire concernant l'hôtel du Parlement, le parlementarisme, l'histoire des députés. Donc, on a travaillé, entre autres, sur le dictionnaire des parlementaires, dictionnaire biographique des parlementaires. Il y avait un bulletin à la bibliothèque regroupant des articles produits par les bibliothécaires et les autres professionnels. Alors, on s'en est chargé beaucoup, le service de recherche. Alors, on a fait beaucoup d'articles sur toutes sortes de sujets concernant le Parlement, les fonctionnaires parlementaires, les traditions parlementaires, etc. Ensuite, on a été très actifs aussi lors de grands événements. Par exemple, lors du bicentenaire du Parlement en 1992. Donc, on a produit quelques volumes. Et moi, j'ai eu l'occasion de travailler sur 2 beaux livres, des livres de prestige là, de l'Assemblée nationale. Un en 86 avec Luc Noppen et un autre juste après ma retraite sur comment il s'appelait, Francesco Bellomo, les éditions Stromboli. Il produit des beaux livres. Donc, ça nous permettait de faire des recherches sur un sujet qui intéressait en tout cas à l'époque pas grand monde dans la communauté historienne. Là. Le Parlement, les institutions parlementaires, c'était plus les sujets. On est peut-être passé à l'histoire sociale et puis à bien d'autres sujets que l'histoire politique. Alors,
Une façon de valoriser un peu nos institutions démocratiques aussi par votre Nous, travail. on était des spécialistes de ça. Bon, je dis nous, là, moi, dans le service de recherche, j'avais 1 ou 2 historiens, j'en ai eu peut-être 3 à un moment donné. On s'est occupé des archives aussi de l'Assemblée pendant une période de temps. Mm-hmm. Et il y avait, à côté de la direction de la recherche, il y avait la direction de la reconstitution des débats. Il y avait un groupe d'historiens, là, qui reconstituait les débats parlementaires à l'époque où il n'y avait pas du journal des débats, à partir des journaux. Donc, eux, ils ont travaillé pendant, 25 ans au moins là-dessus pour faire un Hansard, un recueil des débats à partir des articles que les journalistes faisaient. Bon, il y a des limites à ce métier-là, là, mais quand même, ça a donné des ouvrages documentaires très, très intéressants. Alors, la présence d'historiens à l'Assemblée nationale, c'est important parce que il y en avait dans ma direction, à la reconstitution des débats, il y en avait aux archives, il y en avait dans une direction de patrimoine, peut-être 1 ou 2, et il y en avait à la référence à la bibliothèque aussi. Alors, on était très présents, les historiens à l'Assemblée nationale. Ah, mais tant mieux. On en a besoin, comme vous dites. Depuis les années 1980, vous avez publié, Gaston Deschênes, plusieurs ouvrages qui traitent principalement de l'histoire de cette région sur la rive sud du fleuve qu'on appelle la Côte-du-Sud et qui est votre région natale et où vous vivez toujours, je crois. Non, je vis à Québec, moi. Ah, vous vivez à Québec maintenant, oui, OK. Je suis à Québec maintenant. Ben, c'est votre région natale. Et puis, pour situer les auditeurs, là, on parle d'une région qui est située grosso modo entre Lévis et le Kamouraska. Et Rivière-du-Loup. Et Rivière-du-Loup, le long de la côte, là, en aval de Québec. Oui. Et puis, donc, vous avez publié sur cette région-là, notamment l'année des Anglais, qui s'intéressait à l'histoire des gens de la Côte-du-Sud au moment de la conquête britannique. Vous avez aussi publié sur le mouvement patriote dans la Côte-du-Sud. Et là, dans votre dernier ouvrage, Le Pays rebelle, vous vous intéressez à la réaction des gens de la Côte-du-Sud lors de la guerre d'indépendance américaine, mais surtout lors de l'invasion américaine au Québec en 1775-76. Et il y a une prémisse que votre ouvrage contribue à défaire, ou du moins, je dirais, à nuancer. C'est cette idée selon laquelle les Canadiens auraient été fidèles à la Grande-Bretagne au moment de l'invasion américaine et qu'aurait même permis de sauver la colonie en 1775-76. Et si on se fie à votre livre, c'est pas tout à fait ça qui est arrivé, en tout cas pour la Côte-du-Sud, n'est-ce pas? Oui, l'idée générale, comme je soulignais, c'est que les Québécois, appelons-les les Québécois, là, les Canadiens, sont restés neutres. Ils ont décidé que la guerre de l'indépendance, la guerre entre les Américains et la Grande-Bretagne, ça les concernait pas. Ils sont restés chez eux bien tranquilles et n'ont pas participé. C'est pour la Côte-du-Sud et c'est aussi de même pour la Beauce, pour la région de Lévis, Lotbinière, l'île d'Orléans aussi. Ça, c'est des régions que je connais un peu. Mais pour la Côte-du-Sud, c'est très clair. Il y a un historien qui a utilisé l'expression neutralité participative. C'est une façon de dire que on prend pas les armes. Pas beaucoup, en tout cas, très peu ont pris les armes. Mais la région les gens étaient très sympathiques. Très majoritairement sympathiques aux Américains et on fait beaucoup de choses pour aider les Américains. Encore là, je les appelle les Américains. Là, c'est aussi les Bostonnais. On va utiliser ça pour les auditeurs, là, pour que ce soit clair. Oui, clair. pour les auditeurs. On les appelait aussi les Bostonnais, les rebelles. Mais les gens de la Côte-du-Sud ont fait beaucoup de choses pour soutenir. Ils ont, contrairement à 1759, au siège de 1759, où les Anglais occupaient la région de Lévis et bombardaient Québec et étaient constamment talonnés, harcelés par derrière leurs lignes par des jeunes et des vieillards, comme ils disaient. Cette fois-ci, les Américains sont rentrés, ils ont eu aucune opposition. Ils se sont installés autour de Québec, à Lévis et aussi du côté de la Rive-Nord, se sont installés et ils n'ont pas été dérangés du tout pendant 6 mois. En gros, là, c'est ça. Autrement dit, ils ont pu assiéger Québec de façon très tranquille. Et il y a même eu des rebelles, on va y revenir tantôt, mais il y a même eu des gens, eux, qui ont directement participé et qui ont... Fait que cette neutralité participative-là, c'est grosso modo dans la population. Donc, on restait neutre, on penchait pas trop, on les laissait faire. C'est comme si on n'était pas inclus dans le conflit d'une certaine façon. Hein. C'est comme si les Canadiens, en tout cas pour la Côte-du-Sud, se sentaient pas concernés. En fait, pour la majorité, mais ils ont fait, on dit une neutralité participative, quasiment une neutralité active. La neutralité, il faut la comprendre qu'ils n'ont pas pris les armes.
OK? Ils n'ont pas pris les armes, sauf vraiment un petit nombre. Mais pour le reste, ils les ont aidés beaucoup. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que ils ont contrôlé la région. Les rebelles, là, les gens de la Côte du Sud qui sympathisaient avec les Américains, je les appelle les rebelles. Les rebelles ont contrôlé la région. Ils ont fait la loi et l'ordre pendant 6 mois dans la région. Ouais. Et donc, cette idée donc qui a été véhiculée, vous le dites notamment dans les 92 résolutions des Patriotes, ils mentionnaient que bon, les Canadiens ont été fidèles en 1775-76. On allait même jusqu'à dire que c'est pour certains que on avait sauvé la colonie. Et moi, que j'ai étudié un petit peu un personnage de cette époque-là qui s'appelait Denis Benjamin Vigée, et je me souviens très bien, moi, dans ses sources, dans ses écrits, il disait clairement, lui aussi, il utilisait ça. Il disait, on a été fidèles en 1812, on a été fidèles aussi en 1775-76. C'était une belle rhétorique là, pour défendre leurs arguments, mais donc cette idée-là, c'est votre ouvrage dément ça clairement. Là. En tout cas, pour la région que j'ai étudiée, moi, c'est clair que on était fidèles parce qu'on n'a pas pris les armes, mais on était de cœur, de cœur avec les Américains. Et est-ce que vous pensez que, selon vous, ça pourrait être la Côte-du-Sud pourrait être représentative du Québec ou c'est vraiment vous voulez pas vous avancer là-dessus? Je m'avancerai pas pour la région de Montréal, même si je sais que les Américains sont rentrés là à Montréal, puis ils n'ont pas eu beaucoup d'opposition. Mais j'ai vu assez qu'autour de Québec, à l'île d'Orléans, à la Beauce, en Beauce, parce que les Américains, le groupe d'Arnold est rentré par la Beauce, et en Beauce, ils sont rentrés sans aucun problème. Ils ont eu des appuis. Les gens les ont nourris parce que Arnold, quand il est arrivé dans les sorties de la forêt à Saint-Georges-de-Beauce, Sartigan, comme on l'appelait aujourd'hui, comme on l'appelait autrefois, ils étaient dépenaillés, là, ils étaient affamés, ils étaient à moitié morts. Et on aurait pu les repousser, ça aurait été très simple de repousser cette petite troupe-là. Au contraire, on leur a fourni des vivres, on leur a fourni le gîte, le gîte et le couvert, on leur a fourni des bateaux, des embarcations pour descendre la rivière, et on a pillé le manoir du seigneur Tachereau pour les aider. Alors, c'est clair que là, Lévis, Lobinière, la Beauce, la Côte-du-Sud, tout ce secteur-là, c'était très, très pro-américain. Je crois que le plus beau, vous allez peut-être y venir, mais je vous avance peut-être, mais la plus belle illustration, c'est l'assemblée qui a eu lieu, qu'on a appelée l'assemblée séditieuse, qui a eu lieu le 11 septembre à Pointe-Lévis, à Lévis. Ouais. C'est que les seigneurs, le seigneur de Lauzon-Caldwell, le seigneur de Sainte-Marie, de Beauce, Tachereau, voulaient former un groupe pour aller s'opposer aux Américains qui allaient descendre. On s'attendait à ce qu'ils allaient descendre la rivière Chaudière. Alors, ils ont convoqué une réunion. Les gens sont allés. Il est venu des gens jusqu'à Montmagny qui sont montés à Lauzon pour aller à cette assemblée-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que non seulement les seigneurs qui étaient là n'ont pas pu recruter des gens, mais les gens les ont ramenés chez eux, ils les ont retournés, ils ont viré de bord et leur ont dit non seulement on vous appuie pas, mais on va appuyer les Bostonnais. Ouais. Et c'est à partir de là qu'ils ont installé des postes de garde le long du fleuve et des systèmes de feu jusqu'à Kamouraska pour prévenir l'arrivée de bateaux dans le fleuve. Alors ça, on a appelé ça l'Assemblée séditieuse. Ce qui est amusant, c'est que cette assemblée-là, on n'en savait rien jusqu'à il y a quelques années, quand un historien de la région de Lévis a déterré ça. Un petit paragraphe dans le journal d'un fonctionnaire de Québec qui raconte ce que je viens de vous dire, un tout petit paragraphe en anglais et qui avait échappé à tous les historiens précédemment et qui nous donne la clé, qui nous donne, comme je dis tantôt, la plus belle illustration que les gens de la Côte-du-Sud étaient pro-américains. Est-ce que c'est ce qui vous a mis la puce à l'oreille et décidé de vous lancer dans cette recherche-là? Oui, ça m'a encouragé. Ça, je connais ça depuis. Je sais cette information-là depuis 5-6 ans. Mais moi, ça fait longtemps que je travaille là-dessus. Ça fait peut-être 25 ans. Là.
Donc, les sources que vous utilisez sont principalement le journal de Babi, qui est le Oui. procès-verbal d'une commission d'enquête formée en 1776 sur laquelle on va revenir, là, qui avait été lancée par le gouverneur Guy Carleton. Mais aussi, il y a plusieurs archives américaines qui proviennent, entre autres, de la Librairie du Congrès, du War Department. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces sources, surtout américaines, et comment est-ce qu'elles ont contribué à votre démarche, à votre recherche? Le rapport Babi, ça, c'est un document fondamental Vous l'utilisez qui, beaucoup, là. oui, qui n'a été connu, rendu public seulement en 1926, alors qu'il a été rédigé en 1776. Ouais. C'est un peu un mystère. On dirait que ce rapport-là, qui montrait que les gens avaient été rebelles, d'ailleurs, que ce rapport-là, on dirait qu'on l'a rangé dans les archives et puis on préférait ne pas le regarder. Ce qui fait d'ailleurs que les historiens, avant les années 1930-40, les historiens du 19e siècle ne connaissaient pas ce rapport-là, n'avaient donc pas de perspective de ce qui s'était passé. Les autres documents, les documents américains, c'est le journal du Congrès a été utile parce qu'on parle souvent des Canadiens réfugiés après l'invasion américaine dans les rapports du Congrès, le journal du Congrès. Ce qui a été vraiment une découverte pour moi, c'est d'avoir accès par Internet aux documents militaires américains, les archives militaires, qu'on peut maintenant interroger directement de chez soi, et où j'ai trouvé les dossiers concernant les gens de la Côte du Sud qui sont allés là-bas. Et avec Internet maintenant, il y a plusieurs sources que j'ai découvertes par hasard, en cherchant autre chose, des lettres, par exemple, qui sont numérisées maintenant, de la correspondance de militaires. C'est un peu vraiment trouvé par hasard. Par exemple, des détails sur la bataille de Saint-Pierre ou des détails sur la correspondance d'Arnold. C'est des choses découvertes par hasard qui ne sont pas nécessairement dans des fonds d'archives organisés et surtout pas dans des fonds d'archives au Québec.
Donc, revenons au début aussi pour mettre en perspective un petit peu le contexte historique dans lequel se situent les événements de votre livre. On est en 1775. La Nouvelle-France est tombée, là, ça fait 12 ans à peine là, que le traité de Paris a été signé. On est à la fin du siècle des Lumières aussi. Il y a eu ces idées-là que les philosophes ont mises de l'avant et qui sont en train sont à la veille de se concrétiser, là, notamment aux États-Unis et en France. Fait que pouvez-vous mettre la table un petit peu là, dans quel contexte là, l'invasion américaine dans la province of Québec? Il y a eu l'acte de Québec aussi. Ouais. La Nouvelle-France est disparue. La Nouvelle-France a été éliminée, mais cette guerre-là a coûté énormément cher aux Britanniques. Et pour se reprendre, ils ont imposé des taxes à leurs 13 colonies. Et les 13 colonies ont réagi négativement, évidemment. En réaction encore, le gouvernement britannique a adopté des lois, par exemple, fermer le port de Boston, suspendre les institutions du Massachusetts, différentes et des lois qui ont été qualifiées d'intolérables par les Américains, qui considéraient qu'ils devraient être consultés. D'où l'expression no taxation without representation. S'ils ne sont pas représentés, ils ne veulent pas que des taxes s'imposent à eux. Et à partir de là, ils se sont mis ensemble par le premier congrès et ont voulu attirer les Canadiens dans leur mouvement. Ça causait un peu des problèmes parce que parmi les lois que les Bostonnais, les Américains n'aimaient pas, il y avait l'acte de Québec. Et l'acte de Québec, ici, ça a toujours été vu de façon positive. L'acte de Québec, c'est le droit de pratiquer sa religion catholique, c'est le droit civil, donc le régime seigneurial, c'est le première assemblée vaguement représentative avec le conseil législatif et l'agrandissement du territoire vers l'ouest. C'est vu positivement. Mais pour les Américains, c'est l'inverse. C'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que les autres, pour eux, si on donne des droits aux catholiques, c'est des papistes. Hein? On livre. Si on reconnaît le régime seigneurial, c'est que on reconnaît le paiement de cens. Les censitaires n'ont pas leur terre. Si le conseil législatif est pas nommé et non élu, bon, c'est encore là, c'est non démocratique, c'est de la tyrannie. Puis si le territoire est agrandi, ben là, on empêche la progression de leur colonie vers l'ouest. Alors, il fallait que les Américains invitent les Canadiens à faire partie du mouvement, mais mettent un peu en sourdine les aspects qui, pour eux, étaient négatifs dans la nouvelle situation. Et ils ont quand même adressé des lettres, des circulaires aux Canadiens, même une qui s'appelait Lettre aux Canadiens opprimés, par les Britanniques. Mais ce qui est mystérieux un peu, c'est dans quelle mesure ces lettres-là se sont rendues dans la région qui m'intéresse, moi. On en doute un peu. On disait, certains chroniqueurs disaient, les lettres ont été répandues par les marchands. Bon, est-ce qu'il y en a qui se sont rendus dès 1775 dans la région de la Côte-du-Sud? Je ne sais pas. Et je ne sais pas à quel moment les leaders d'opinion, là, qu'on va voir Gosselin, Ayotte, Dionne, à quel moment ces personnes-là ont été sensibilisées à la question politique. On n'avait pas d'institution représentative, hein, on n'avait pas d'assemblée, il n'y a pas de journaux, c'est une région où il n'y a pas de grandes institutions d'enseignement ou de communautés religieuses, il y avait juste des pauvres curés, souvent pas très instruits eux-mêmes. Alors, à quel moment ces gens-là ont été sensibilisés là, à l'idée de conscientiser politiquement et pour devenir sympathique aux Américains, c'est un secteur, quelque chose que je pourrais pas expliquer. C'est ce qui explique, et c'est ce que je me demande aussi dans la mesure où, bon, on peut bien comprendre que l'acte de Québec octroyé par la Grande-Bretagne a fait plaisir aux élites d'Ancien Régime, que les seigneurs, le clergé catholique. Mais dans quelle mesure est-ce il y a une frange de la population, du moins sur la Côte-du-Sud, qui est favorable aux idées américaines et donc à cette émancipation-là? À quoi vous l'expliquez? Vous l'expliquez comment cette adhésion-là d'une frange de la population? Est-ce que c'est justement les idées des Lumières qui les ont imprégnées? Est-ce que c'est plutôt peut-être une rancœur contre l'Angleterre encore? On veut bouter la couronne hors de l'Amérique?
Ouais. Moi, les idées des Lumières, je suis pas sûr que ça a pénétré beaucoup sur Non, la côte du Sud avant comme vous dites, ouais. 1775. Oui, parce que les Américains, dans une des lettres, par exemple, ils disent comme dit Montesquieu, mais là, sur la côte du Mhm. Sud, il n'y a pas grand monde qui avait lu Montesquieu. Il y avait Non, beaucoup d'analphabètes. J'ai l'impression que les Canadiens de la côte du Sud ont été sensibilisés aux événements seulement à partir de, une fois les Américains installés autour de Québec, quand au début de janvier, Ayotte et Gosselin se sont mis à répandre sur la côte du Sud des adresses, des messages, des proclamations du Congrès. Et probablement à ce moment-là que les gens de la côte du Sud ont été vraiment sensibilisés. Est-ce que ils achetaient les idées américaines? Est-ce que, comme vous le soulignez, il y avait une rancœur? Probablement, mais c'était quand même encore des Anglais qui les sollicitaient. Hein? Alors, ils répondaient, est-ce qu'ils vont les répondre positivement à une invitation formulée par les Anglais, qu'ils soient américains ou européens? Je sais pas. La propagation des idées, ça, c'est quelque chose sur lequel on peut c'est difficile sur lequel de voir comment ils ont aidé très avec ça. difficile d'avoir de l'information parce qu'il y a tellement peu de choses écrites par des gens de la région à cette époque-là. Ouais. Tellement peu. Vous savez, il y a le mémoire du curé Poirier, puis les lettres du curé Maison-Basse, mais autrement, on n'a pas de... L'opinion de ces personnes de la Côte-du-Sud n'est pas exprimée nulle part. OK. Donc, Ouais. c'est dur d'expliquer à ce moment-là. Oui, oui. On peut juste voir qu'est-ce qu'ils ont fait. On conclut, ils deviennent d'accord puisqu'ils ont donné leur appui. Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, avant d'envahir la province of Québec, le Congrès continental, situé à Philadelphie, il représentait les 13 colonies, va adresser des lettres aux Canadiens qui leur demandant de ne pas prendre parti, de rester neutre. Bon, comment réagissent à ce moment-là les seigneurs, le clergé? Qu'est-ce qu'ils disent à la population face à ces lettres-là? Même si on ne sait pas si elles se sont rendues jusqu'au grand public, là. Ouais. Ben, c'est sûr que les gens ont été sensibilisés par le clergé parce que en juin 1775, le Monseigneur Briand a adressé un mandement à ses paroissiens à la demande de Carleton pour mobiliser les Canadiens contre les Américains. Et là, il leur disait, vous savez, les Anglais, les autorités ont été très généreuses à notre endroit. Hein, ils étaient bien placés, l'évêque, pour le dire. Ont été très généreux à notre endroit. Et puis, bon, ils ont été bons. Alors là, s'ils vous font des demandes, vous pourriez peut-être les aider. En plus, c'est que votre serment, en principe, les gens avaient prêté un serment de loyauté en 1760 et votre religion. Alors, ça, c'était un argument très important. Votre religion vous impose. Autrement dit, votre religion vous impose de respecter l'autorité et de ne pas vous opposer au gouvernement, aux autorités. Ça a été un grand argument et il y avait la menace qui planait, là, l'excommunication, là. C'était pas dit clairement dans le message de l'évêque, mais c'était implicite. Votre religion vous oblige. Et on voit que les personnes, les gens de la Côte-du-Sud ont peu réagi. J'ai souligné 3 éléments dans mon livre pour le démontrer. On voit que le curé Poirier à Sainte-Anne dit qu'il fait tout ce qu'il peut pour détourner l'attention de ces ouailles du message des Américains, ça marche pas. C'est pas lui d'ailleurs, pardon, c'est pas lui d'ailleurs, le curé Poirier, qui va refuser des sacrements à un rebelle. Il y a un curé à un moment donné dans votre livre, je voudrais je regarde, là, mais il y a un curé qui refuse les sacrements à des rebelles. Ça c'est en 76, c'est un curé de Saint-Charles ou de Saint-François de Saint-Charles, je crois. Okay. Mais le curé Maison-Basse à Montmagny, qui est une des plus grosses paroisses, le curé Maison-Basse dit à son évêque, il faut que vous fassiez quelque chose, il faut que vous nous donniez des instructions pour essayer de contrôler les personnes, parce que pour le moment, ils sont rebelles et les femmes sont pires que les hommes. Ouais. Alors, j'ai beau les admonester, ils m'écoutent pas.
Puis ensuite, on a à Saint-Michel l'incident du prêcheur, je crois qu'il était jésuite, qui est interpellé par un paroissien dans l'église qui lui dit « c'est trop longtemps prêché pour les Anglais ». Alors, on a quelques témoignages qui nous montrent que les curés, le clergé essaient de contrôler, de contenir les gens, mais qui réussissent très difficilement à contenir les personnes. Ouais. Et donc, c'est ça, ils ont essayé de contenir. Malgré tout, il y a eu cette invasion américaine-là où est-ce que là, le général Washington, George Washington, qui est commandant des armées américaines, va envoyer Montgomery prendre, je pense que Montréal va tomber assez rapidement au mois de novembre. Oui. Le Fort Saint-Jean aussi. Fort Saint-Jean d'abord. Il a été retardé un peu au Fort Saint-Jean. Il a été retardé par le siège, là, auquel ont participé 2 seigneurs de la Côte-du-Sud. Puis ensuite, il a pris Montréal et ensuite Trois-Rivières. Et ensuite, il y a eu Bénédicte Arnold, lui, qui a été envoyé par le Maine pour monter vers Québec par la rivière Chaudière. Oui, Arnold est monté par la Québec et descendu jusqu'à lac Mégantic, ensuite par la Chaudière. Il y a eu des gros problèmes. Il a perdu à peu près, en gros, le quart ou le tiers de ses hommes et il a été retardé. Les deux ont été retardés en quelque sorte. Montgomery a été retardé au Fort Saint-Jean où Arnold est parti trop tard. Il y a eu toutes sortes de problèmes et ils sont arrivés seulement en novembre pour Arnold et à Québec en décembre pour Montgomery. Alors, la saison était avancée, ce qui a beaucoup nuit à l'attaque contre Québec. Oui, vous mentionnez d'ailleurs que Montgomery, ils vont attaquer Québec le 31 décembre, je crois, à cause que plusieurs soldats, leur engagement prenait fin au mois de décembre. Et donc, ça a été précipité un petit peu, ce qui explique peut-être que le siège n'a pas la prise de Québec n'a pas fonctionné. Oui, ils étaient obligés. Ils sont arrivés, ils ont fait leur jonction finalement à quelque part début décembre, la mi-décembre. Et c'est ça, il a attaqué dans une mauvaise période, dans une pleine tempête de neige d'ailleurs. Et comme vous dites, c'était comme la fin de l'année financière, là. Les contrats des soldats prenaient fin et ils avaient beaucoup de difficultés à améliorer à recruter des forces. Mais quand même, ils ont décidé de maintenir le siège. Et c'est à partir de là, après la bataille de Québec, l'échec de la bataille de Québec, qu'ils ont fait des efforts de recrutement sur la côte du Sud en particulier pour garnir leur rang. Aller chercher dans la population de la place. Aller chercher dans la population. C'est comme ça que Pierre Ayotte et Gosselin se sont illustrés, ont joué un rôle de leader, parce que ce sont eux, dans la région de la Côte-du-Sud, qui ont essayé de recruter des Canadiens pour garnir les rangs du régiment Hazen, qui était formé essentiellement de Canadiens. Et c'est là que ça a été les principaux, on dit que c'était les 2 principaux recruteurs. Dans toute la province, les 2 principaux recruteurs étaient de la Côte-du-Sud, Ayotte et Clément Gosselin. Très actifs. Et on pourrait en revenir tout à l'heure, mais eux vont vouloir continuer la bataille après, quand l'armée américaine va partir de Québec. Alors, le siège de Québec va durer un peu plus de 4 mois. Pendant ce temps-là, il va y avoir une tentative, à un moment donné, il va y avoir l'expédition royaliste de Beaujeu là, qui va se solder par un échec lors de la bataille de Saint-Pierre, là, qui va être une victoire des Bostonnais. Ça va être la seule tentative, je crois, royaliste de mettre en échec. C'était dans la région ici, puis j'en connais pas d'autres dans la grande région de Québec, mais sur la côte du Sud, ça a été la seule tentative un peu improvisée de se débarrasser des Américains, parce que la rumeur voulait qu'il suffirait d'une 50aine d'hommes pour battre les Américains. C'était un peu exagéré, mais ils ont essayé, puis ils ont été bloqués à Saint-Pierre, une petite bataille qui a duré peut-être une demi-heure ou peut-être pas plus, et quand même 3 morts. Et à partir de là, le seigneur qui dirigeait l'expédition de Beaujeu est retourné chez lui, le seigneur de Gaspé est retourné chez lui, le seigneur de Montmagny a été fait prisonnier, puis après ça, Arnold l'a dit d'ailleurs dans une lettre, ils se reprendront pas. Ils ne réussiront pas. On va dire le contrôle des rebelles. Et c'est intéressant de noter d'ailleurs, en parenthèse, que quand ça s'est produit en mars,
les deux leaders principaux, Gosselin et Ayotte, étaient à Lévis. Et autrement dit, ça s'est déroulé pas dans leur dos, mais à peu près. Ils n'étaient pas présents. S'ils avaient été présents sur la côte du Sud, dans la région de la Pocatière, Rivière-Ouelle, Kamouraska, d'où ils venaient, peut-être que ça aurait tourné. C'est des hypothèses, mais remarquez, de beaux jeux ont réussi. Il y avait quand même des appuis il y avait quelques royalistes qui bouillaient, là, qui bouillaient d'agir dans la région de Kamouraska et d'Illet. Ouais. Le siège de Québec va donc prendre fin en mai 1776, quand des navires britanniques vont arriver en renfort et donc forcer les troupes continentales à rentrer aux États-Unis. Et à ce moment-là, le gouverneur Guy Carleton va déclencher la commission d'enquête de Baby, entre autres, sur les personnes qui ont aidé l'armée continentale. Alors, comment est-ce qu'elle va se conclure, cette enquête-là? Et puis, comment vont être jugés les gens qui ont été sympathiques aux rebelles dans la côte du Sud? Bon, alors, ils ont fait le tour de toutes les paroisses de la région de Québec. Ils ont identifié les personnes qui étaient favorables aux Américains, les méchants, quelques bons. Ils ont parlé de ce qui s'était passé, quelques arrestations de royalistes par des rebelles, quelques perquisitions, pas perquisitions, mais des pillages entre guillemets, là, vraiment très mineurs. Mais eux, ils ont tout simplement fait un constat. Ils n'ont pas tiré de conclusion et ça n'a pas donné de suite. J'ai même l'impression que ce rapport-là, il a fait un constat, mais il est resté comme sur une tablette. Parce que il mentionne 4 arrestations, 4 personnes qui ont été faites prisonnières à Saint-Vallier. Curieusement, il mentionne pas Ayotte qui a été aussi fait prisonnier. C'est pas la commission qui a décidé qu'il y aurait des prisonniers. Ils ont été faits prisonniers par l'armée britannique en d'autres circonstances. On ne sait pas exactement où d'ailleurs, mais la commission a fait un constat, mais elle n'a pas dit faudrait faire telle chose, telle chose, telle chose. La seule décision qu'ils ont prise, c'est de nommer des nouveaux capitaines de milice, de nouveaux officiers, pour avoir des gens sûrs, pour avoir des gens qui étaient loyaux. Cette commission-là va avoir au moins eu un mérite, c'est de produire un procès verbal qui vous a servi, entre autres, pour la rédaction du livre. Donc, c'est au moins ça, hein? Exactement. C'est la source essentielle sur les événements de 75-76. Vive la Canadienne, vole mon cœur vole. Vive la Canadienne et ses jolis yeux doux. Et ses jolis yeux doux, 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 et ses jolis yeux doux, et ses jolis yeux doux, 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 et ses jolis yeux doux. Nous l'amenons aux noces, voilà mon cœur vole. Nous l'amenons aux noces, dans tous ces beaux atours, dans tous ces beaux atours, tour, tour, dans tous ces beaux atours, dans tous ces beaux atours, tour, tour, dans tous ces beaux atours. Là nous chassons sans gêne, voilà mon cœur vole. Là nous chassons sans gêne, nous amusons tous, nous 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 faisons bonne chère, voilà mon cœur vole, nous faisons bonne chère et nous avons bon goût. Et nous avons bon goût, 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 et nous avons bon goût, et nous avons bon goût, 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 et nous avons bon goût. On danse avec nos blondes, voilà mon cœur vole. On danse avec nos blondes, nous changeons tour à tour. Nous changeons tour à tour, 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 nous changeons tour à tour. Nous changeons tour à tour, 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 nous changeons tour à tour. Ainsi le temps se passe, voilà mon cœur vole. Ainsi le temps se passe, il est vraiment bien doux. Il est vraiment bien doux, 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 il est vraiment bien doux. Il est vraiment bien doux, 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 il est vraiment bien doux. Vive la Canadienne, vole mon cœur vole. Vive la Canadienne et ses jolis yeux doux. Vive la Canadienne, vole mon cœur vole. Vive la Canadienne et ses jolis yeux doux. Malgré l'échec de la prise de Québec, il y a des habitants de la Côte-du-Sud, comme on a mentionné, Gosselin, Ayotte, il y a Dionne, il y en a d'autres, qui
après cet échec-là des Américains, eux vont décider de retourner encore, de partir aux États-Unis pour aller combattre avec l'armée américaine, en espérant qu'une victoire américaine, par la suite, il viendrait débarrasser le Canada de la présence de l'Angleterre. Alors, parlez-nous un peu de ces rebelles canadiens-là de la Côte-du-Sud qui sont partis se battre aux États-Unis. Oui, j'en ai identifié une quinzaine sûrs et j'en ai quelques autres dont je suis pas certain de l'identité. Le problème, c'est que dans les archives militaires américaines, où il y a des informations, des dossiers mineurs, petits dossiers, mais quand même des informations sur les états de service, on n'indique jamais d'où ils viennent. C'est jamais indiqué, monsieur tel, même pas l'âge, tel endroit vient de telle paroisse, tel endroit, on n'a pas. Donc, moi, c'est en comparant les noms, puis avec des sources indirectes, que j'ai pu identifier ces personnes-là. Il y en a que ça a été un mouvement un peu pas un mouvement vraiment coordonné. Gosselin, ça lui a pris 1 an et demi à peu près avant de décider d'aller pour toutes sortes de raisons. Ayotte n'est pas allé aux États-Unis, lui a été fait prisonnier ici, puis il est allé seulement à la fin de la guerre. D'autres ont décidé de se joindre en cours de guerre. J'en ai vu un, il y en a même plus qu'un, qui est parti d'ici avec l'armée britannique pour aller combattre les Américains et qui a viré capot. Ah ouais. Il a viré capot là-bas. L'exemple clair, là, dont je suis sûr, et je pense qu'il y en a eu peut-être une couple d'autres, c'est Joseph Labbé. Il est parti avec l'armée de Burgoyne, il est allé à la bataille de Saratoga, a été battu, ils ont été battus à Saratoga, évidemment, et beaucoup de prisonniers. Il a été fait prisonnier, on lui a offert de dire, si tu veux te joindre à nous, tu seras pas prisonnier, tu vas faire la guerre avec nous. Et il a viré capot, donc en 77, et il a fini la guerre jusqu'en 83. Et j'ai un autre cas, lui, qui est parti avec Burgoyne, un gars de Saint-Vallier, et lui, il a refusé. Et on a son récit, il est resté prisonnier pendant, 3 ans. Avant d'être échangé là-bas. Donc, ces personnes-là ont eu toutes sortes de destins. Il y en a un qui est mort à l'hôpital. Il y en a quelques-uns, au moins 2 qui ont déserté, dont on n'a jamais rien entendu parler après. Il y avait des liens familiaux entre ces gens-là. Il y avait Gosselin était là avec son frère et son beau-père, et le fils de son beau-père. Et il y avait les 2 frères Bélanger. Il y avait un Lisotte aussi qui a marié une parente. Ayotte, quand il est rendu aux États-Unis, a marié aussi une parente. Il y avait comme une espèce de clan là, qui s'était formé. C'est pas un régiment qui a fait beaucoup de batailles. C'est un régiment qui a servi à toutes sortes de choses, faire diversion. On les envoyait du côté de New York là, pour faire diversion. Après ça, on les a envoyés construire une route qui devait venir jusqu'à Saint-Jean sur Richelieu, qui n'a jamais été terminée. Puis on se demande si c'était pas seulement une façon d'inquiéter le gouverneur ici. Puis aussi, oui, on disait, on va faire une route là, donc le gouverneur ici devait mettre des forces dans ce secteur-là. Et ce qui est très important de noter, c'est qu'il y en a au moins 2, peut-être 3, donc Gosselin, son frère et un Bélanger, qui ont fait, eux, de l'espionnage. Donc, ils sont partis aux États-Unis et ils sont revenus comme espions. Gosselin à au moins 3 reprises. Il est revenu jusqu'à dans Lotbinière, ici, pour venir chercher de l'information sur l'état des forces, sur le sentiment de la population, sur différents sujets, dans l'espoir, pour lui, que un jour, les Américains se reprennent et reviennent ici. Donc, il s'agissait de préparer le terrain, de voir qu'est-ce qui se passait. Mais finalement, on sait que les Américains ont décidé qu'ils ne venaient pas. Même les Français, ils n'étaient pas vraiment intéressés de reprendre le territoire. Alors, le pauvre Gosselin, je ne sais pas s'il savait quelles étaient les intentions des Américains et des Français, mais on a comme l'impression qu'il a été utilisé pour des missions
un peu, pas inutile, mais un peu de la diversion aussi. En ayant des espions un peu partout, ils pouvaient inquiéter, laisser entendre, passer des messages, dire l'armée s'en vient, on se prépare. Alors, le doute chez l'ennemi, là. Oui, le gouverneur était sur le qui-vive. Est-ce qu'on peut parler en parlant de ces rebelles-là, là, qui jusqu'au bout, là, est-ce qu'on peut parler avant les patriotes de 1837-38, des premiers vrais indépendantistes québécois? Ben, j'ai été surpris de voir que on les présentait jamais comme tels, comme indépendantistes. Même dans le livre de Maurice Séguin, puis qui a été réédité récemment sur l'idée d'indépendance, on passe très rapidement là-dessus, on les mentionne à peine, mais des gens qui décident de s'unir avec les rebelles des colonies pour faire l'indépendance du pays, si ça s'appelle pas les indépendantistes, je sais pas qu'est-ce que c'est. Alors, c'est peut-être parce que leurs idées politiques sont pas claires. Hein? Est-ce qu'ils voulaient l'indépendance du Canada? Est-ce qu'ils voulaient s'annexer aux États-Unis? C'est ça qui est pas clair, hein, là-dedans. Non, c'est pas clair. Il y a ça. On m'a posé la question même au niveau de la lecture de mon manuscrit, d'essayer de développer quelles étaient les idées de ces personnes-là. On les a pas, malheureusement. On tourne. Il y a quelques bouts de phrases de Gosselin, vous savez. On voit qu'il veut chasser les Britanniques d'ici. Il y en a un, Michel Arbour, qui s'engage, et lui, il s'engage pas pour un an, ou il s'engage pas pour toute la guerre, ou pour n'importe, il s'engage jusqu'au départ des Britanniques. Alors, ça montre bien qu'il y avait, même si c'était pas clair dans ses idées, c'était peut-être tout simplement l'espèce de rancœur que vous avez évoqué tantôt, qu'on disait on va se débarrasser des Britanniques, mais qu'est-ce qu'on fait après? Ouais, qu'est-ce qu'on fait après? Est-ce qu'ils se sont posé la question? Est-ce qu'ils se sont posé la question? La Constitution américaine prévoyait l'adhésion éventuelle de la province de Québec dans leur groupe. Et les Américains, le Congrès souhaitait qu'ici, on crée une assemblée pour une assemblée représentative. Ça s'est pas fait. Mais qu'est-ce qu'ils pensaient? Qu'est-ce qu'ils voulaient concrètement? Malheureusement, c'est ce que l'auteur Anderson, américain, qui a fait ce que je considère comme le meilleur livre sur tous ces événements-là, il conclut en disant que malheureusement, les Canadiens n'ont pas assez travaillé l'aspect politique dans leur propagande, dans leur recrutement, dans leur agitation, et on travaillait sur l'aspect militaire. On recrutait des gens, on voulait se battre, se défendre, mais au niveau des idées, malheureusement, c'était faible, c'était pas développé. Vous venez juste de mentionner une assemblée représentative. D'ailleurs, vous dites à la fin de votre livre que si les Canadiens avaient disposé d'institutions démocratiques en 1775, ils auraient pu répondre favorablement à ce moment-là à l'appel du Congrès. Le Congrès les avait invités carrément à envoyer des délégués à Philadelphie pour siéger, pour les représenter. Donc, s'il y avait eu des institutions démocratiques à ce moment-là, peut-être que l'histoire se serait écrite autrement. En quoi, selon vous, ça aurait pu arriver? Ben, c'est que s'il y avait eu une assemblée, cette assemblée-là aurait eu à se prononcer face à l'invitation des Américains. Et une assemblée à cette époque-là, dans une province où 95% de la population est francophone, ben l'Assemblée aurait probablement été majoritairement francophone, on l'espère, même s'il y avait des Britanniques à l'époque qui recommandaient de créer une Assemblée dans les premières années après le traité de Paris, recommandaient de créer une Assemblée en excluant les catholiques, là. Ça aurait été un petit peu difficile, mais donc il aurait fallu se prononcer là-dessus. Qu'est-ce qu'ils auraient fait? Je n'en ai aucune idée, mais il aurait fallu qu'ils se prononcent et ça aurait créé une dynamique différente. Pas seulement aussi quant à savoir qu'est-ce qu'ils auraient décidé, mais seulement pour former les esprits, former la culture, donner une culture politique, donner une culture démocratique aux gens, ce que nos ancêtres ici n'avaient pas parce qu'ils sortent d'un régime monarchique, puis ils n'ont pas eu d'éducation à la démocratie, d'éducation politique. Et une assemblée qui aurait eu à l'époque 12 ans, 1763, qui aurait eu une douzaine d'années, ça aurait été suffisant pour former quelques leaders qui aurait pu davantage mobiliser la population puis passer des messages plus clairs auprès de la population. Incarner cette volonté démocratique. On manquait de leaders politiques. Ayotte et Gosselin se sont fait ce qu'ils pouvaient, là, mais c'était pas vraiment des leaders politiques.
Alors, merci beaucoup, Gaston Deschênes, pour cet entretien. Et on attend d'ailleurs la suite pour un autre épisode de l'histoire politique sur la Côte-du-Sud. Avez-vous d'autres projets en branle en ce moment sur l'histoire de la Là, régionale? je suis un peu en pause, mais le prochain projet sur lequel je veux travailler, ce serait plus en histoire politique, mais en histoire plutôt économique, sur une famille d'Écossais qui ont vécu à Saint-Jean-Port-Joli pendant une cinquantaine d'années, Oh. début 19e, mais qui avait créé une distillerie. Saint-Jean, il faisait du scotch à Saint-Jean-Port-Joli. C'est pas pour rien qu'il y avait beaucoup d'alcoolisme. Puis il a fallu faire des campagnes de tempérance et qui avait le moulin, faisait de la farine, l'exploitation forestière. C'est une famille complètement... Bon, on sait qu'ils ont existé, là, mais au-delà de leur existence, on ne sait pas grand-chose. Et ça fait 40 ans que j'accumule là-dessus, qu'un jour, je vais peut-être réussir à écrire quelque chose. Bon, ben, on a bien hâte de vous lire. Alors, je rappelle le titre de votre dernier ouvrage pour les auditeurs. Il s'intitule Un pays rebelle, la Côte du Sud et la guerre de l'indépendance américaine, chez Septentrion, disponible dans toutes les bonnes librairies et dans vos bibliothèques publiques. C'était Martin Lavallée qui animait cet épisode de Notre Histoire en tête et je vous dis merci de votre écoute et à la prochaine. Au revoir.
Nous en sommes maintenant à la fin de cette émission. Vous pourrez la retrouver sur le site de la Société historique de Montréal à l'onglet Émissions de radio ou sur notre chaîne YouTube. Nous vous invitons, si ce n'est déjà fait, à devenir membre de la Société historique de Montréal, ce qui nous permet de produire ces émissions. Alors, merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine.